faut que nous passions à la présentation suivante qui va être donnée par Claude Bérou. Claude Bérou qui est professeur à Télécom Bretagne, qui est un petit peu connu dans le domaine des communications numériques pour avoir co-inventé avec Alain Glavieux les turbocodes, ce qui lui a valu, ce qui leur a valu un certain nombre de récompenses, dont en particulier le prix Marconi. Et Claude Bérou a été aussi élu depuis quelques années, depuis 3 ans, peut-être 4, 5 ans maintenant, le temps passe vite, à l'Académie des sciences. Et là, il est parti sur une nouvelle aventure, il va vous raconter cette nouvelle aventure. Merci Christian. Alors ce que je vais présenter là, en une demi-heure, donc je suis bien... peu de choses à voir avec ce qui a fait l'objet des 3 présentations principales, puisqu'il va être question du cerveau. Mais j'espère bien, à terme, disons dans 3, 4, 5 ans, qu'il y ait des répercussions assez fortes sur ce domaine santé-estique que nous sommes en train de mettre en avant cet après-midi. Alors, du neurone, aujourd'hui, donc, qui est le composant fondamental de l'encéphale et du système nerveux, on sait à peu près tout. Des centaines de livres sont disponibles en français comme en anglais, alors plus en anglais qu'en français, pour décrire les dizaines de familles de neurones, leurs propriétés électrochimiques, les synapses, les neurotransmetteurs, etc., etc. Les potentiels d'action, les SPAGs. De l'information mentale, on ne sait rien. Rien. Vous ne trouverez pas un livre aujourd'hui qui vous explique ce qu'est l'information mentale, comment elle est matérialisée, inscrite, remémorée, corrigée, exploitée par le néocortex. Alors je dis bien le néocortex parce que c'est cette dernière partie de l'évolution dans l'encéphale des primates qui m'intéressera au plus haut point, et c'est de cela que je vais parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce constat? Le neurone, on le connaît depuis plus d'un siècle. Les synapses, les axones, hein, c'est Ramon y Caral, à la fin du XIXe siècle, qui a mis en évidence ces nombreuses connexions dans le cerveau. Et donc, toujours pas d'explication de l'information mentale. Alors, mettons-nous à la place des neurobiologistes, ceux qui, au quotidien, effectivement, investiguent sur l'architecture du cerveau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. Le reverse engineering en anglais, c'est-à-dire qu'ils ont là une boîte, néocortex, 100 milliards de composants, à peu près 10 à 100 000 fois plus de connexions. Ces composants, ces neurones ne sont pas formés sur une seule couche, mais sur 6 couches. Ils font donc un travail que serait aujourd'hui incapable de faire un électronicien en matière de rétro-ingénierie. Bon, ce n'est pas tout à fait encore 100 milliards de transistors qu'on trouve dans un circuit intégré, c'est quelques milliards. Dans 5-6 ans, ce sera quelques dizaines de milliards. Aujourd'hui, plus personne ne peut faire du reverse engineering en électronique. D'abord parce que les transistors sont invisibles. Au-dessus de ces transistors, il y a 10 à 15 couches de niveau de connexion, métallique, polysilicium, etc. Les composants sont invisibles. Aujourd'hui, à part le concepteur et encore, plus personne ne peut comprendre un circuit intégré. Or, c'est ce que essayent de faire les neurobiologistes sur un système dont ils ne sont pas les architectes. Alors, certes, à l'aide de machines qui s'améliorent tous les jours, IRM, EEG, scanner, microscopie électronique. Mais comment voulez-vous qu'ils arrivent à comprendre bon, certes, ils peuvent s'intéresser à quelques petites fractions du cerveau, puis voir effectivement, mais ils vont encore tomber sur le neurone. Et le neurone, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, on le connaît. Ces recherches, ces travaux sont bien évidemment nécessaires pour soigner les pathologies et essayer de traiter les dysfonctionnements. Je vous l'accorde. Mais pour comprendre l'information mentale, il faut prendre un autre angle d'attaque. Ce texte, par exemple, Institut Mintelecom, vous dit quelque chose. Il n'a pas trop de syntaxe, il a une certaine sémantique, mais vous ne vous intéressez pas à la composition chimique de l'encre.
Or, c'est ce que font aujourd'hui les neuroscientifiques ou les neurobiologistes. Ils s'intéressent à la physico-chimie du composant. Si vous voulez comprendre la syntaxe, la grammaire, la manière dont l'information est venue se nicher dans le réseau cortical, vous ne vous intéressez pas à la composition chimique de l'encre. Et peu de gens aujourd'hui adoptent le point de vue que je viens de vous préciser. Alors il y a eu des essais en France de lier théorie de l'information et biologie. Je pense notamment à Alfred Fessard, Henri Adlan aussi peut-être plus connu, qui a publié. Et c'était à une époque où la théorie de l'information était prise comme Shannon l'avait présentée, à savoir de manière statistique. Et ce n'est pas dans les lois statistiques qu'on trouve les solutions à des problèmes pratiques. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même la démonstration avec Alain Glavieux dans l'invention des turbocodes. Ce n'est pas à partir des équations de Shannon qu'on crée un code puissant. C'est par un petit jeu patient d'assemblage de briques diverses et variées qui n'avaient jamais été associées de cette façon. Donc voilà une première justification de l'intérêt que je porte au néocortex sous un nouvel angle d'attaque. Un deuxième argument est le suivant. Les neurones sont apparus dans l'évolution il y a à peu près entre 1 et 2 milliards d'années. On ne sait pas trop, évidemment, on n'était pas là. Les premiers neurones, c'était des neurones sensoriels. Et puis, il y a eu les neurones moteurs. Et la vie, à travers les différentes espèces qui sont apparues, en a profité pour multiplier les circuits d'alerte entre les neurones sensoriels et les neurones moteurs, avec comme premier objectif la survie. Ces neurones appartiennent donc à des circuits qui sont essentiellement feed-forward, unidirectionnels. Unidirectionnel n'est pas une traduction très, très satisfaisante de feed-forward. Du neurone sensoriel vers le neurone moteur, un peu comme l'explique Eric Kandel avec son animal marin, la plésie. Et puis à un certain moment de l'évolution, par un hasard, d'autres diraient par un miracle, il y a des neurones qui ont commencé à se former à la périphérie, de manière anarchique. Je dis bien anarchique. Ce n'était pas létal. Ce n'était pas indispensable, mais ce n'était pas létal non plus. Donc la vie, qu'est-ce qu'elle a fait, la vie? Quand il est question d'information, la vie, elle en profite. Elle en profite, elle en a profité pour y inscrire donc, une fonctionnalité de mémoire, enfin, y développer une fonctionnalité de mémoire, et évidemment des fonctions cognitives supérieures. Il y a des animaux qui vivent sans néocortex. Le lézard, par exemple. Le lézard n'a pas de mémoire. Vous lui faites peur, 30 secondes après, il revient à nouveau vers vous, il a complètement oublié que vous étiez là. Donc, ces neurones sont apparus sans dessin, mais très nombreux. Le néocortex humain, c'est entre, suivant les estimations, c'est entre 50 milliards et 100 milliards de neurones. Mais donc de manière désordonnée, comme le sont les neurones d'un bébé qui naît. Alors peut-être que les connexions ont déjà commencé à se former un peu lors de la naissance, mais le réseau cortical d'un bébé humain, enfin d'un petit humain, est marqué par une anarchie totale. Donc là, on en arrive finalement à la préoccupation qu'énonçait Schrödinger, je crois. Oui, c'est Schrödinger. Comment est-ce que de l'ordre peut s'instiller dans le désordre? Enfin, lui, il réfléchissait au problème du fameux problème du deuxième théorème de la thermodynamique, vous savez, qui dit que tout a tendance à uniformiser dans un système fermé. Et pourtant, dans ce système fermé, il y a bien de l'ordre qui va arriver. Alors c'est la grande question aujourd'hui, comment cet ordre s'est installé dans ce réseau cortical qui, par l'évolution, qui, par la naissance,
est d'abord complètement anarchique. Troisième argument, eh bien, pendant que les neurobiologistes travaillent à longueur de journée pour essayer de comprendre comment ces neurones s'associent pour délivrer de l'information, pour la mémoriser aussi, puis la restituer, eh bien, des progrès ont été faits du côté de la théorie de l'information. En théorie de l'information et en théorie du codage redondant. Bon, c'est effectivement une invention française au début des années 1990 qui a démontré que... Alors, c'était une époque où tout le monde avait baissé les bras dans les télécommunications, au moins en matière de codage de canal. La limite de Shannon était inaccessible. Alors, vous savez, la limite de Shannon, c'est une limite qui a été proposée par un mathématicien américain au milieu du XXe siècle, et qui disait, ben voilà, en matière de transmission de données, on pourra faire ça, mais pas mieux. Donc il a par exemple, concrètement, si vous voulez transmettre un message dans un milieu où la puissance du bruit est à peu près équivalente à la puissance du message, vous pourrez le récupérer, le message, sans erreur, si vous accompagnez ce message d'origine par un message redondant de même longueur. Bon, c'est concret, ça. Hein. Ben, on n'y arrivait pas. On était toujours effectivement à une écart de 3 à 4 décibels, c'est-à-dire un rapport 2 à 2,5 dans la puissance d'émission du message. Et puis, donc, effectivement, nous avons démontré qu'on pouvait régler, on pouvait effacer ce gap, on pouvait effacer cette... ce qu'on n'arrivait pas... Enfin, effectivement, cet écart de 3 à 4 dB, en introduisant la notion de codage distribué. Alors, c'était il y a 20 ans. Loin de nous, et en particulier loin de moi, était l'idée qu'un jour, je pourrais associer cette notion de codage distribué au réseau cortical. Ce n'était pas du tout l'objet à l'époque. Qu'est-ce que c'est que le codage distribué? Eh ben, le principe s'en exprime très simplement. Plutôt que de considérer, de former la redondance dont je parlais à l'instant, à l'aide d'une loi mathématique très compliquée, une seule, mais très complexe, eh bien, il est préférable de découper le problème en petits problèmes de faible complexité. Small is beautiful. Mais à condition que les décodeurs correspondants communiquent entre eux. Découper un problème, si on n'autorise pas un traitement en réception qui fasse communiquer tout ce petit monde, ça ne sert à rien. Alors, en haut, vous avez le schéma d'un turbocodeur, effectivement, et du turbodécodeur associé. Donc, en fait, c'est la version la plus compacte d'un codage distribué parce qu'il n'y a que 2 codes. Mais même avec 2 codes, ça marche. Ce principe de distribution du codage. En bas, vous avez une version qui est la plus distribuée possible. Alors ce code-là, ça s'appelle un code LDPC. Il était d'ailleurs antérieur au turbocode. Il avait été inventé une trentaine d'années plus tôt, mais mis dans un tiroir parce qu'on ne savait pas le décoder. Il a été redécouvert après que le turbodécodage eut lui-même démontré qu'effectivement, le passage de messages du côté du récepteur permettait de récupérer toute l'information. Ce code-là s'appelle un code LDPC pour Low Density Priority Check. Alors, je ne vais pas... bon, j'ai très peu de temps cet après-midi. On peut digresser sur le turbocode et le turbodécodeur par comparaison avec les 2 hémisphères du néocortex. L'analogie est très forte. Je ne vais pas en parler cet après-midi. En revanche, sur la version la plus distribuée, eh bien, là, on peut être frappé par la forte analogie qui peut être faite avec un réseau neural. Je dis bien réseau neural et non pas réseau neuronal, c'est volontaire. L'adjectif neuronal, il vaut mieux le réserver aux composants. Voilà pourquoi Jean-Pierre Changeux a eu un peu tort d'appeler son livre « L'homme neuronal ». Il aurait mieux fait de l'appeler « l'homme neural », parce que c'est plus une affaire de système que de composants. Voilà, voilà ces 2 images. À droite, vous avez
Des neurones, bon, c'est une vue d'artiste, hein, avec leurs nombreuses synapses et puis l'axone qui court. Et à gauche, vous avez un décodeur de code LDPC. C'est tout simple, un code LDPC. C'est construit à base de petites relations de parité, de contraintes de parité qui doivent porter sur autant de petits sous-ensembles de variables du message accompagné de sa redondance. Il y a deux sortes d'opérateurs dans le schéma de gauche. L'opérateur sigma, c'est simplement un agrégateur. Ça a exactement la même fonctionnalité qu'un neurone. Ça agrège, ça considère tous les signaux d'entrée. S'ils arrivent dans une fenêtre de temps qui est suffisamment cohérente, ça somme les signaux et puis ça reproduit en sortie une seule sortie. Ça se fait l'écho de ces signaux incidents. Éventuellement, parce que ces signaux incidents peuvent être à la fois excitateurs et inhibiteurs, et puis y avoir un neurotransmetteur qui empêche l'activité du neurone, etc. Mais il y a un deuxième type d'opérateur, c'est l'opérateur qui est noté P. Et cet opérateur P, lui, il est chargé de vérifier localement les contraintes de parité dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des relations de parité, des contraintes de parité qui doivent porter. C'est quoi une contrainte de parité? Une contrainte de parité sur 5 variables, ça veut dire que le nombre de 1 parmi les 5 variables doit être pair. Voilà, ça c'est une contrainte de parité. C'est-à-dire que le nombre tout à 1, par exemple, pour ces 5 variables, n'est pas un mot de code valide. Donc ces opérateurs P sont chargés de vérifier que les relations de parité sont satisfaites et puis émettre des avis favorables ou défavorables vis-à-vis de chacune des variables qui contribuent à cette relation et qui renvoient l'information vers le reste du réseau. Alors voilà, bon, on en était là il y a 4 ans. On était là il y a 4 ans. Il y a quand même une analogie très forte. Les neurones sont aussi des agrégateurs. Bon, certes, c'est un peu plus subtil qu'un simple sommateur, mais on n'a pas les relations de parité. On n'a pas de contraintes algébriques dans le néocortex. Enfin, c'est ce que j'imagine. L'évolution est insensible à toute notion d'algèbre. Il faut donc trouver dans le graphe neural, le réseau de droite, l'équivalent des relations de parité. Ça devient un problème de maths, et plus précisément un problème de théorie des graphes. Il faut trouver un code dans un graphe, quel qu'il soit biologique, qu'il soit électronique, qu'il soit en bois, en papier. Il faut pouvoir montrer qu'un graphe, quel qu'il soit, est capable de proposer un code redondant. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, de présenter comme argument. Je pense, c'est étonnant, je pense être le premier à le dire. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. J'aimerais bien avoir votre retour. L'information mentale, tout le monde l'admet, est robuste et pérenne chez les sujets sains. D'accord? Elle dure un certain temps. Elle est donc par nécessité redondante. On parlait de redondance tout à l'heure, après, vis-à-vis du robot et de l'endoscope. Effectivement, pour que quelque chose puisse résister à un défaut, un effacement, il faut qu'il y ait de la redondance, c'est-à-dire quelque chose qui a été rajouté et qui vient suppléer au défaut potentiel. Sinon, hein, si je supprime certaines lettres, eh bien, sauf à faire appel à des racines latines, vous ne pourrez pas retrouver le mot. Bon, ça dit, c'est un mauvais exemple parce que institut, c'est très redondant. Si j'enlève la première lettre, vous savez la retrouver immédiatement. Donc, elle est redondante. Donc, la question, c'est quoi le code? C'est quoi le code? On l'a trouvé assez rapidement. J'ai eu la chance, dans ma carrière, d'avoir toujours à mes côtés des collègues qui ont su comprendre le problème et y contribuer fortement. Alain Glavieux, dans le cas des turbocodes, qui m'a apporté son expertise en codage, bien sûr, et en mathématiques. Et puis, dans ce cas précis,
j'ai eu la chance de pouvoir recruter un doctorant de l'école de Cachan Antenne de Rennes. Et on a beaucoup travaillé ensemble, en symbiose, et on a apporté une réponse, c'est-à-dire qu'on a montré qu'un graphe, quel qu'il soit, peut porter un codage redondant. Et il se trouve que la réponse, c'est la clique, c'est ce qu'on appelle une clique en théorie des graphes. Eh bien, ce n'est pas un vocabulaire qui est étranger aux neuroscientifiques. Les neurobiologistes, les neuroanatomistes parlent de clique neurale. Alors, quand ils disent clique neurale, ça veut dire population ou agrégat de neurones qui s'activent ensemble. Mais ça n'a jamais été autant formalisé que ce que nous avons fait, parce que nous avons relié ça à la théorie du codage redondant. Alors, c'est quoi une clique? Une clique, c'est donc effectivement un agrégat de nœuds, donc neurones dans le néocortex, qui sont tous reliés 2 à 2. Sur la partie gauche, vous avez 2 clics à 5 sommets, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 6. Si l'on passe de la première clique à la deuxième, on doit effacer 4 arêtes et en construire 4 autres. Ça veut dire que la distance entre les 2 clics, ce qu'on appelle la distance minimale de Hamming en codage correcteur, la distance entre les 2 clics est de 8. La formule générale est donnée en dessous. La distance minimale entre 2 clics est 2 fois C-1, si C est le nombre de sommets de la clique. C'est une distance minimale énorme, qui peut être énorme. Évidemment, ce n'est pas des clics à 5 sommets qu'on va trouver dans le néocortex. Le nombre de sommets va plutôt se compter en centaines, en milliers. Donc, des motifs d'information qui sont très distincts les uns des autres. Mais ce n'est pas tout d'avoir une bonne distance minimale. Encore faut-il avoir un facteur de mérite intéressant. C'est quoi le facteur de mérite? C'est le produit de la distance minimale et d'un deuxième paramètre qui s'appelle le rendement de codage. Alors, qu'est-ce que c'est que le rendement de codage? C'est le rapport entre le nombre minimum de caractères nécessaires pour définir le message et le nombre total de caractères dans ce message. Donc, vous l'avez compris, ici, j'assimile les caractères à des arêtes. Combien faut-il au minimum d'arêtes pour définir une clique? La condition est toute simple, il faut que toutes les arêtes contiennent tous les sommets. Et donc, la formule générale, c'est C plus 1 sur 2, en partie entière. Et quel est le nombre total d'arêtes dans une clique? C'est le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi C. C'est C facteur de C-1 sur 2. On fait donc le rapport et on obtient 1 sur C-1. On fait le produit de D-min et de R et on trouve 2. C'est fantastique. Si vous m'avez suivi jusqu'à là. Un code existe. Un code redondant est bon, existe et est bon si son facteur de mérite F est supérieur à 1. Par exemple, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du code de Hamming, qui a été très utilisé dans le temps dans les téléimprimantes, les téléscripteurs, qui continue d'ailleurs d'être utilisé aujourd'hui, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, dans le télétexte de nos téléviseurs. Ce sont des codes assez courts, qui ont aussi un facteur de mérite de 2. Donc, si l'on construit un réseau, quel qu'il soit, en faisant porter l'information par des agrégats que l'on appelle clics en théorie des graphes, et on imagine qu'on va pouvoir en mettre beaucoup. Quel est le nombre, par exemple, le nombre de clics qu'on peut former, de clics à 8 sommets, qu'on peut former dans un ensemble de 1000 nœuds, on va dire. 8 sommets, 1000 nœuds. Pas énorme, hein? C'est 1 milliard de milliards. 1 milliard de milliards, ça va en termes comptables hein, pour justifier le néocortex. Hein. Et là, j'étais à 1000 nœuds simplement. Le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. En réalité, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, un nœud de graphe dans le néocortex, c'est pas un neurone, c'est une petite assemblée de neurones qui se répète à l'identique tout le long du néocortex, qu'on appelle microcolonne. Donc,
une capacité mnésique, ou en tout cas une capacité de mémorisation énorme, mais qu'il va falloir organiser, bien évidemment, pour éviter les fausses informations. Hein. Si vous dessinez beaucoup de clics dans un réseau, il y a un moment, à partir d'une certaine densité, où apparaissent des fausses clics, hein, qui vont se construire sur les arêtes des vrais clics. Donc il faut organiser ça. Et on l'a fait à base de microcolonnes, de colonnes et d'hypercolonnes corticales. Et ça marche très bien. On l'a publié dans Neural Networks l'an dernier. Voilà, ce sera mon dernier transparent parce que je crois que... Hein, c'est ça. Alors, ce que je viens de présenter là, on va avoir du mal à le faire passer auprès des neurobiologistes. Alors, la première conclusion, mais on s'y emploie progressivement. Les oreilles s'ouvrent. L'information dans le néocortex, si on considère ce modèle de clic, qui deviennent au passage des tournois lorsque l'on fait intervenir la flèche du temps, parce que les connexions neuronales sont unidirectionnelles, hein, des synapses vers l'axone et non pas l'axone. Donc il faut remplacer le modèle bidirectionnel par des modèles unidirectionnels. Et en théorie des graphes, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui ai inventé le terme, ça s'appelle un tournoi. L'information est binaire. L'information mentale, donc, si notre hypothèse est correcte, est binaire. Il ne faut pas être choqué. Notre génome, il est bien numérique, avec ses 4 caractères ATCG. Si la vie a fait le choix du numérique pour l'archivage des fonctionnalités de l'espèce, pourquoi est-ce que la vie n'aurait pas fait ce choix numérique, binaire en l'occurrence, pour matérialiser l'information mentale? Alors évidemment, c'est plutôt nouveau. C'est vrai que la plasticité synaptique existe. C'est vrai que les arêtes du graphe cortical sont variables dans le temps. Hein, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Mais il ne faut pas confondre le temps et l'information. Hein, il faut bien séparer le problème. L'information, c'est une chose, le temps, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'une synapse, c'est pas par exemple parce qu'on modifie la surface d'une antenne parabolique qu'on va recevoir une information différente. Hein, c'est simplement le rapport signal à bruit qui change. C'est-à-dire la sensibilité aussi du récepteur par rapport à telle information. Et c'est très pratique de pouvoir séparer le temps, donc la plasticité, qui est une sorte de mémoire d'activité, et l'information. Donc ça, c'est un premier point très fort. Ça nous laisse toutes sortes de degrés de liberté pour développer autre chose, les notions de pertinence, de vigilance, d'attention. On a la fréquence des potentiels d'action, la plasticité synaptique dont je parlais, la neuromodulation qui vient moduler la sensibilité des groupes de neurones à certains types de signaux. Voilà. Alors ce que nous sommes en train de faire actuellement, et nous l'avons fait d'ailleurs en grande partie, c'est de développer des modèles d'apprentissage de clics à taille variable. Hein, une information mentale, ce n'est pas toujours 8 sommets, 16 sommets, c'est à taille très très variable. De développer des méthodes d'apprentissage de séquences. Le temps est fondamental dans le cerveau. La conscience ne peut pas s'expliquer sans la dimension temporelle. Reconnaissance de messages approximatifs. On cherche un numéro de téléphone, on ne sait pas trop, puis enfin, à un moment ça vient parce qu'on a réussi à retrouver ce motif de clic. Et puis tout ça, ça a été présenté donc effectivement à l'Europe, là, au début de l'année 2011, qui a bien reçu les arguments. Et à Brest, aujourd'hui, nous disposons d'un budget très, très, très conséquent sur un projet qui s'appelle NewCode pour Neural Coding. Nous serons à terme à peu près, en 2013, je pense que nous serons une équipe de près de 20 personnes à travailler sur ce projet, 8 permanents et une douzaine de collègues qui vont plus ou moins apporter leurs compétences. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer une machine qui soit capable d'apprendre énormément de choses et de croiser des informations pour en produire de nouvelles. Mais si on peut aider aussi, effectivement, comme je le disais en introduction, à
les biologistes à mieux comprendre les dysfonctionnements et à mieux les traiter sur la base de machines électroniques dans lesquelles on émulerait des défauts, et bien évidemment, ce serait aussi une formidable satisfaction. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Claude. On va prendre deux minutes pour des questions. Oui. Je fais du sport aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, Claude, merci pour cet exposé toujours passionnant, même quand on le revoit, même quand on l'a déjà vu en partie. J'avais une question qui concerne justement la nature de l'information, parce que tu commençais par dire au début qu'on sait tout sur le neurone aujourd'hui, mais rien sur l'information mentale. Voilà. Mais à partir de quel moment on considère qu'on commence à faire du codage d'informations de nature sémantique? Je pense que c'est un peu, ça fait partie de tes objectifs. Tout à fait. Je poursuis par peut-être juste en précisant un peu ma question et en challengeant peut-être ce que tu as dit sur la redondance de code. Tout à l'heure, tu montrais institut et tu disais effectivement si on enlève le i, on peut quand même savoir, en tous les cas réaliser que c'est bien d'institut qu'il s'agit. Et tu disais parce que l'information est redondante. Est-ce que la redondance à ce niveau-là n'est pas plutôt dans les capacités d'inférence qu'on a et non pas forcément dans l'information stricto sensu institut telle qu'elle est codée dans le cerveau? Est-ce que c'est pas en regardant institut sans i, il n'y a pas un mécanisme d'inférence qui se met en place de déduction tout bête, qui fait que, on peut détailler un processus de déduction qui va dire, de toute façon, c'est institut et pas autre chose. Et je pense que, pour moi, le stockage de l'information, effectivement, il y a l'information, on va dire, un peu, je vais dire, syntaxique ou lexicale telle qu'elle est. Ça, évidemment, c'est la base. Mais on décollerait à partir du moment où on sait coder ne serait-ce qu'une déduction de base du type si A est vrai et A implique B, alors B est vrai. Oui. Donc, voilà. Alors, il y a deux questions dans ton intervention. Tu as parlé de sémantique et tu as parlé comment dire, de règles de reconstruction, d'inférence. Hein, oui. Bon, maintenant, oui. Maintenant, il y a des tas de choses que je n'ai pas abordées cet après-midi. Hein, imagine que donc sous forme de clic dans un graphe, quel qu'il soit, je rentre des mots de 8 caractères. D'accord ? C'est-à-dire qu'il me faut ici tout un alphabet, parce que la première lettre peut être n'importe quoi. Donc prenons 26 lettres de l'alphabet latin. Alors ça c'est typiquement une colonne corticale. De même ici, de même là, de même. Donc j'ai 8 grappes ou 8 clusters de 26 nœuds à chaque fois. Et si mon réseau a rentré institut, il a appris institut et que je ne connais pas un sommet de la clique, mon décodeur cortical va la retrouver immédiatement. Alors c'est une inférence graphique. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un raisonnement. Ce sont des signaux qui viennent simplement chercher à établir un motif valide. Si les 7 derniers caractères sont connus, il y a de fortes chances que le 8 soit retrouvé parce que le réseau n'aura pas appris d'autres mots qui se terminent par NSTU, d'accord? Alors, mais c'est une inférence, mais elle est vue sous une autre... C'est pas une inférence séquentielle, c'est une inférence graphique. C'est un échange de signaux entre sommets d'un motif graphique particulier qui s'appelle une clique, et tout ce petit monde cherche à se mettre d'accord et à éliminer ceux qui n'appartiennent pas à la bonne clique. Alors, j'en ai pas parlé non plus, mais il y a aussi une règle disons, de traitement de l'information qui est dont les neurobiologistes parlent beaucoup, mais sans trop savoir comment l'implémenter, c'est la règle du winner take all. Si c'est un I qui doit apparaître comme premier caractère, c'est pas un Z, c'est pas un H, donc tout cela, ça va. Je passe. Sur le côté sémantique, moi, ça ne me pose pas de problème. On peut très bien associer du sens à des sommets de clics. Qu'est-ce que c'est qu'un sens? Un sens, c'est quelque chose qui est partagé par plusieurs éléments de connaissance. Hein? La première fois qu'on mange quelque chose de sucré, enfin, moi je ne me le rappelle pas, mais on ne sait pas que c'est sucré. On ne sait que c'est sucré que parce qu'on a mangé différents éléments qui donnent à peu près la même sensation. Donc le sommet de la clique
fraise qui représente le sucré va aussi appartenir à la clique chocolat et à la clique, je ne sais pas, bonbon à la menthe. Un sens, c'est quelque chose qui est partagé. Et ça, graphiquement, ça se construit assez aisément. Il n'y a pas... Le sens, ce n'est pas quelque chose à part de ce que peuvent recevoir les neurones physiologiques. Simplement, ce sont des neurones qui ne sont pas utilisés, enfin qui n'appartiennent pas à la couche physique, si je peux utiliser cette expression qui nous est très chère ici à rue Barreau. Les neurones qui n'appartiennent pas directement à la couche physique sont libres d'accueillir du sens. Bien, merci, je crois merci beaucoup Claude. Si certains ont encore des questions, je crois que tu seras encore là quelques minutes, mais pas trop longtemps. Donc on va être obligé de terminer la session là, parce qu'on est un petit peu en retard. Donc on va reprendre à 16h20 hein, la session suivante, donc on décale un tout petit peu l'horaire. Merci encore à Claude. Okay.